Je m'appelle Megan. Le matin de notre divorce, mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Si tu ne peux pas me faire confiance pour passer tous mes week-ends avec mon ex-femme, alors peut-être que nous ne devrions pas rester ensemble. » J'ai soutenu son regard, j'ai senti un déclic se produire en moi, et j'ai répondu « Tu as tout à fait raison. » Puis je suis montée à l'étage, j'ai ouvert le courriel d'acceptation que j'effaçais depuis des mois et j'ai signé les papiers de mutation pour mon déménagement à Chicago. Quand il m'a envoyé un SMS plus tard dans l'après-midi, « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» Je lui ai envoyé un selfie depuis la porte d'embarquement pour Dallas. Ma carte d'embarquement était bien visible. Le tableau des départs derrière moi affichait des vols pour toutes les destinations sauf celle-ci. Cette photo a été la dernière chose que je lui ai envoyée. Tout a commencé des mois plus tôt, un dimanche matin comme les autres, dans notre maison de Manléans, en Virginie. Un quartier où les maisons sont en retrait des rues bordées d'arbres, où les allées abritent des 4x4 de luxe identique, et où chacun fait semblant d'avoir une vie aussi parfaite que le paysage. Je me suis réveillée à la douce lueur du téléphone de Wyatt sur la table de chevet. L'écran s'est illuminé d'un message qui m'a fait un drôle d'effet avant même que je ne lise les mots. « J'ai tellement hâte de te voir aujourd'hui. J'ai pensé à toi toute la semaine. B. Nathalie, son ex-femme. » J'ai reposé le téléphone exactement à sa place, les doigts fermes, même si mon cœur battait la chamade. Je me suis glissée de nouveau sous les couvertures et j'ai attendu, les yeux à peine ouverts, observant Wyatt à travers mes cils dès qu'il bougerait. Le sourire qui s'était dessiné sur son visage en lisant son message. Cela faisait bien trop longtemps que je ne voulais pas l'admettre que je n'avais pas vu ce sourire adressé à moi. Il a répondu rapidement, ses pouces se déplaçant avec une aisance presque professionnelle, presque intime. Puis il s'est penché, m'a embrassé sur le front comme si de rien n'était et a murmuré quelque chose à propos d'un réveil matinal. J'ai senti son eau de Cologne avant même qu'il ne se lève, celle qu'il réservait aux grandes occasions. Apparemment, le café du dimanche avec une vieille amie, désormais une occasion spéciale. C'est ce matin-là que j'ai remarqué le changement pour la première fois. Rien de dramatique, rien de bruyant ni d'accusateur, juste un réaménagement discret des priorités. Je le sentais plus que je ne le prouvais. Wyatt avait toujours été le pilier de notre vie, le financier avec son bureau d'angle en centre-ville, celui qui s'occupait de nos plans d'épargne retraite avant même qu'on ait choisi notre service de table. Quand Nathalie est revenue après des années à Portland, il m'a dit que c'était innocent. Elle relançait sa carrière de photographe, avait du mal à s'adapter, avait besoin de parler à quelqu'un de familier. Je voulais le croire. On avait construit une vie enviable, la maison coloniale restaurée avec sa véranda, mon agence de marketing en pleine expansion, ses promotions prévisibles, nos week-ends qui étaient enfin à nous. Alors j'ai acquiescé quand il a dit qu'il irait prendre un café avec elle. J'ai même souri quand il est rentré en parlant de son dernier projet. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand il décrivait la lumière et la composition. Mais semaine après semaine, les dimanches s'allongeaient, les tenues se faisaient plus sophistiquées, les explications plus ténues, et peu à peu, je me suis mise à me réveiller seule dans notre grand lit, à écouter des appels étouffés venant du couloir, faisant semblant que la douleur dans ma poitrine n'était que de la fatigue. Rétrospectivement, ce premier message, aussi lumineux soit-il, a été le moment où la fissure est apparue. Je ne savais pas encore à quel point elle s'ouvrirait, ni que ce serait moi qui la franchirais. Les dimanches s'enchaînaient, comme des gouttes d'eau qui érodent la pierre. Wyatt se levait tôt, prenait une douche plus longue que d'habitude et restait planté devant son dressing, choisissant ses vêtements avec un soin qu'il n'avait plus manifesté pour nos soirées en amoureux depuis des années. Le pull en cachemire que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Les chaussures en cuir italien qu'il prétendait trop belles pour le bureau. L'eau de Cologne qui persistait dans la chambre longtemps après son départ. Il m'embrassait la joue en partant, promettait d'être de retour en début de soirée et disparaissait dans notre rue tranquille, au volant de son 4x4 rutilant. Je l'observais par la fenêtre de la cuisine, mon café refroidissant entre les mains, me répétant que ce n'était rien, juste de l'amitié, un soutien pour quelqu'un qui traversait une période difficile. Mais les heures s'étiraient. 3 sont devenus 5, puis 7. Ces textos se faisaient plus courts, vagues, toujours en retard. Les jeux de pouvoir à la galerie sont compliqués aujourd'hui, où Nathalie passe un après-midi difficile. Je crois que je vais rester un peu plus longtemps. J'ai commencé à remarquer les dépenses sur notre carte commune. Un brunch dans un restaurant de Georgetown réputé pour ses omelettes à $100. 2 entrées pour une exposition de photos en centre-ville. Des verres tard dans la nuit sur un toit-terrasse surplombant le Ptoak. Quand je posais des questions,
Les explications fusaient. Du réseautage, du soutien moral. Tu sais comment ça marche dans le monde de la création. Tout est urgent. Je ne savais pas. Lui non plus, jusqu'au retour de Nathalie. Nicole, ma plus vieille amie de la fac, m'a écouté déjeuner dans notre café habituel à Tysonnès et m'a dit que je me faisais des idées. C'est sain qu'il puisse rester ami avec une ex, dit-elle en remuant son café glacé. Ça montre de la maturité. Si tu en fais toute une histoire, tu vas le faire fuir. Alors, j'ai ravalé ma salive et j'ai hoché la tête. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-ce moi qui manquais de confiance en moi, m'accrochant trop fort à un mariage qui commençait à peine à se construire. Puis, un après-midi, je suis tombée sur Madame Élise dans le jardin. Elle taillait ses rosiers et m'a fait signe de la main avec la chaleur naturelle de voisins qui partagent le même trottoir depuis des années. Dimanche dernier, c'était une belle journée pour se promener à Great Falls Park, a-t-elle dit en s'essuyant les mains. J'y ai vu Wyatt avec une jolie brune. Ils avaient l'air heureux, main dans la main sur le sentier panoramique. Ma truelle s'est figée dans la terre, main dans la main. Le sourire de Madame Élise s'est effacé. Eh bien, oui. J'ai cru que c'était toi jusqu'à ce que je m'approche. J'ai pensé que tu t'étais peut-être coupé les cheveux. Sa voix s'est éteinte, réalisant trop tard. Je l'ai remercié pour son conseil de jardinage et je suis rentrée, les mains tremblantes, peinant à refermer la porte. Ce soir-là, j'ai ouvert le compte Instagram public de Nathalie pour... C'était la première fois. Son feed était exactement comme je l'avais imaginé. Des photos en noir et blanc à l'atmosphère mélancolique, la lumière dorée du crépuscule inondant les tasses de café, des robes vintage sur fond de murs de briques. Et là, mêlés à l'art, se trouvaient des endroits que je connaissais par cœur. Notre marché fermier à Manléan, immortalisé comme un tableau. La rue des Antiquaires dans la vieille ville d'Alexandria, où Wyatt et moi avions l'habitude de chiner des pièces vintage. Le sentier précis du belvédère de Great Falls où Madame Élise les avait vus. Chaque photo taguée avec désinvolture, innocence, mais ensemble, elles formaient comme une carte d'un territoire discrètement revendiqué. Assise au bord du lit de la chambre d'amis, car j'avais pris l'habitude d'y dormir depuis des semaines, incapable de m'allonger à côté de lui tandis que son téléphone vibrait de messages tardifs, je fixais ces images jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Je ne rêvais pas. Ce n'était pas de l'amitié. C'était un remplacement, un dimanche après l'autre. Et le pire, c'est qu'une partie de moi voulait encore se tromper. Les preuves s'accumulaient, silencieuses et implacables, comme des feuilles mortes dans notre jardin. Je m'asseyais à mon bureau dans le bureau à la maison, je fixais les rapports clients qui se mélangeaient, tandis que mon esprit repassait en boucle chaque incohérence. L'écharpe disparue que j'avais choisie pour Wyatt lors d'un voyage à Boston il y a 2 ans, celle qui, disait-il, lui donnait une allure élégante. Elle n'était pas revenue au pressing depuis des semaines. Quand je lui ai demandé où il en était, il a marmonné quelque chose à propos du pressing sans lever les yeux de son téléphone. Le lendemain, je suis allée à notre pressing habituel à Man. La propriétaire a secoué la tête quand je lui ai décrit la situation. Nous n'avons plus de nouvelles de votre mari depuis plus d'1 mois, ma chère. Ces petits détails, ces fragments de notre vie commune qui disparaissaient, m'ont poussé à tout noter. Non pas par obsession, mais par besoin de me raccrocher à des faits quand tout le reste me semblait aussi instable que du sable mouvant. Finn, mon associé, a remarqué ce changement chez moi lors d'une réunion en ville. Nous avions bâti notre agence de marketing à partir de croquis griffonnés sur des serviettes en papier tard le soir, et il me connaissait assez bien pour déceler cette distraction. Autour d'un café, après avoir passé en revue les prévisions, j'ai tout déballé. Les rituels élaborés du dimanche, les mensonges sur les lieux, la façon dont le visage de Wyatt s'illuminait. Il parlait des difficultés de Nathalie, mais son enthousiasme s'estompa lorsque je racontais ma journée. Finn écoutait, ses sourcils se fronçant davantage à chaque détail. Il ne se précipita pas pour me rassurer, se contentant de hausser un sourcil et de dire « Intéressant ». Plus tard, alors que nous rangions nos affaires, il ajouta nonchalamment « J'ai vu Wyatt le week-end dernier dans ce restaurant de viande à Georgetown. » Celle avec vue sur la rivière avait l'air confortable, avec une brune artiste. Mon ordinateur portable m'a glissé des mains. Il m'a dit qu'ils avaient pris des sandwichs rapides dans une épicerie près de chez nous. Ce soir-là, les appels téléphoniques ont commencé à empiéter sur nos soirées. L'écran de Wyatt s'allumait vers 22 heures, juste au moment où nous nous installions sur le canapé. Il y jetait un coup d'œil,
s'excusait et sortait sur la terrasse. J'entendais sa voix à travers la vitre, plus chaleureuse, plus attentive qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Un rire empreint d'une joie sincère. Je les ai chronométrés une fois, 45 minutes. Quand il rentrait, imprégné de l'air frais du soir, il haussait les épaules. Elle est fragile en ce moment. Elle m'a aidé à me repérer dans le milieu artistique d'ici. Fragile. Ce mot résonnait dans ma tête tandis que j'étais allongée dans la chambre d'amis, fixant le plafond. Nathalie avait fait carrière à Portland, surmonté un divorce, déménagé à l'autre bout du pays. Pourtant, elle ne pouvait se débrouiller sans l'aide constante de mon mari. La chambre d'amis était devenue mon refuge. Plus sûr que de partager un lit avec quelqu'un d'autre, dont les priorités étaient ailleurs. Mais même là, des bribes de leur conversation flottaient à travers les murs, des assurances quant à son talent, des promesses d'amélioration. Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'il m'avait parlé avec cette même certitude tranquille. Une nuit d'insomnie, j'ai cédé à l'attrait de ses réseaux sociaux. À 2 heures du matin, son profil s'est chargé comme une confession à laquelle je n'étais pas préparée. Un magnifique chaos. Des t-shirts de groupe délavés, des murs de galerie, du café et des tasses ébréchées. Mais les lieux, c'étaient les nôtres. Le point de vue sur Great Falls, la lumière dorée se déversant sur les rochers. Nous avions pique-niqué près des antiquaires d'Alexandria. Des étagères remplies de trésors que nous avions hésité à acheter ensemble. Chaque image me semblait une appropriation de souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Et pire encore, son regard pour tout cela rendait ma vie ordinaire, fade. Le lendemain matin, en faisant le tri dans mes finances à la table de la cuisine, j'ai découvert les dépenses tissées dans nos relevés comme les fils d'une tapisserie que je n'avais pas créée. Un dîner chic à Georgetown, des billets pour une galerie pour deux, un bar. Une note du salon d'un hôtel du centre-ville. Quand Wyatt est rentré, je les ai étalés. Ses explications fusaient comme des répliques apprises par cœur, des dîners de réseautage, des encouragements lors d'événements. Chacune était peaufinée, plausible. Mais en touchant ces papiers, en sentant le poids de ces chiffres qui ne mentaient pas, j'ai réalisé que je détenais la preuve d'une vie qui continuait sans moi. Il y a des mois, quand Wyatt a évoqué pour la première fois le retour de Nathalie, je lui avais suggéré de l'inviter. Son visage s'était figé. Elle est discrète, elle traverse une période difficile. Cela aurait dû être un signe. De toute notre vie commune, il n'avait jamais protégé l'espace de personne d'autre que le sien avec une telle intensité. Maintenant, alors que les appels et les factures s'accumulaient, c'était flagrant. J'avais construit notre vie seule, brique par brique, tandis qu'il la démantelait en silence. La douleur s'est installée plus profondément, non pas aiguë, mais constante, comme porter un fardeau trop lourd. Je me demandais combien de temps je pourrais encore le supporter avant de le déposer. Le point de rupture est survenu un matin gris de février, la pluie tombant en poudre sur les vitres de la cuisine comme autant de questions sans réponse. J'étais sur l'île, en train de consulter mes emails professionnels, quand Wyatt est descendu pour un autre dimanche. Le pull que je lui avais acheté, sombre et doux contre sa peau, et le jean qui lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient coiffés avec cette précision naturelle dont il ne se souciait plus pour moi ces derniers temps. Encore une crise, ai-je demandé sans lever les yeux. Il a ajusté sa montre. Elle a affaire à un client difficile. Elle a besoin du point de vue de quelqu'un qui comprend les enjeux commerciaux. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable. Reste avec moi. On pourrait aller en voiture jusqu'à Shenandoah, comme on aimait le faire, pour se changer les idées. Son visage s'est crispé, ses épaules se sont redressées. Je ne peux pas la laisser tomber. Elle compte sur moi. Elle compte sur lui. Les mots résonnaient, plus lourds que la pluie dehors. Et moi, alors? Ma voix est restée calme, mais la question portait en elle tout ce que j'avais retenu. Il a marqué une pause. Puis son expression est devenue plus froide, plus calculée. On en a déjà parlé. Nathalie et moi sommes amis. Si tu ne peux pas me faire confiance, si tu ne peux pas me supporter, passer nos week-ends à l'aider, peut-être ne devrions-nous pas être ensemble. Le silence s'étira, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement lointain de la circulation sur le périphérique. Il l'avait dit, formulé comme un défi, s'attendant à ce que je cède, que je le supplie, que je l'accuse ou que je sombre dans le chaos émotionnel qu'il pourrait qualifier d'exagération. Mais à cet instant, en fixant l'homme avec qui j'avais construit ma vie, je le vis clairement.
Le parfum n'était pas pour un ami. La montre, le pull, accessoire d'une mise en scène à laquelle je ne participais pas. Tu as tout à fait raison, dis-je d'une voix assurée en me levant. La confusion traversa son visage, puis l'inquiétude. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous devrions en parler. Nous venons de le faire. Je rassemblai mes affaires et montai à mon bureau, sentant son regard sur moi. L'offre de Chicago était dans ma boîte mail depuis des mois. Un poste de directrice avec ma propre équipe, la liberté créative, un salaire qui pourrait reconstruire tout ce que j'avais investi ici. Je l'avais supprimé 2 fois auparavant. Ne voulant pas perturber notre vie parfaite, les doigts hésitants au-dessus du clavier, j'ai tapé « J'accepte ». Quand pouvons-nous commencer à parler de la transition? La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Ravi. 3 semaines de travail. On s'occupe du déménagement. En bas, j'ai entendu Wyatt au téléphone, la voix animée, cherchant du réconfort auprès de la femme qu'il avait choisie à notre place. Lundi, il était en mode gestion de crise, debout dans la cuisine, un café à la main, l'air penaud. À propos d'hier, on était tous les deux stressés. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Quelle partie? L'ultimatum ou le fait de dire que c'est fini? Tu déformes tout. Cette histoire avec Nathalie, ce n'est rien. Tu vois des ombres. J'ai posé ma tasse. Je signe les papiers de transfert. Chicago. Je commence dans 3 semaines. Sa tasse a heurté le comptoir, renversant un liquide sombre sur le marbre. Tu ne peux pas décider ça sans moi. Ça nous concerne tous les deux. L'ironie était aussi brûlante que tes dimanches nous affectaient. Les mensonges, les accusations, les promenades main dans les parcs. Marcher. Il bégaya, mais je continuai. La maison est mise en vente vendredi. Son visage se décomposa. Notre maison? Tu ne peux pas. Elle est à nous. Elle est à moi. Acte de propriété, hypothèque, acompte, tout est à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. La vérité s'abattit sur lui. Elle le dépouilla de toute confiance. Il s'était habitué à notre monde à deux, à sa simplicité. Maintenant, confronté à la réalité d'un studio dans une banlieue anonyme, il paraissait plus petit. 3 semaines se fondirent dans le tourbillon des cartons, du partage de nos possessions. Wyatt planait comme une ombre, esquissant des excuses tièdes qui sonnaient creux. Le matin de mon départ, Finn arriva à l'improviste, ordinateur portable à la main. Avant de partir, il faut que tu vois ça. Il étala des captures d'écran, le portfolio de Nathalie, une série intitulée « Nouveau départ ». Des images de nos endroits préférés, le point de vue sur Great Falls, le magasin d'antiquités d'Alexandria, les restaurants de Georgetown, documentés comme des conquêtes, avec des dates correspondant aux mensonges de Wyatt. Pas des crises fragiles, des dates délibérées, une reconquête calculée. Voir la situation mise à nu ne m'a pas brisé davantage. Au contraire, cela m'a libéré. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Il avait vu juste. Adli, mon téléphone vibrait. Un message de Wyatt. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? J'ai pris le selfie et je l'ai envoyé. Sa réponse est apparue instantanément. Attends, reviens. On peut arranger ça. Mais la porte se fermait. Je suis passé en mode avion. L'avion a décollé, m'emportant vers un monde qui m'appartenait entièrement. L'avion a atterri à Chicago dans un bruit sourd, comme la fin d'une respiration et le début d'une autre. OR bourdonnait autour de moi, les gens se précipitant pour leur correspondance, des vies se croisant brièvement avant de se disperser. Je suis sorti dans l'air vif, 2 valises à la main, et pour la première fois depuis des mois, le poids que je portais m'a semblé être une possibilité, et non un fardeau. L'entreprise avait aménagé un loft à Lincoln Park. Des poutres apparentes et des baies vitrées donnant sur le lac. Le matin, je me tenais là, un café du torréfacteur du coin à la main, à regarder l'eau passer du gris au bleu au lever du soleil. Plus d'analyse de texte ou de silence à décrypter. Juste le rythme tranquille d'une ville qui s'éveille, reflétant quelque chose qui s'agite en moi. Dans les nouveaux bureaux du centre-ville, l'énergie était électrique, mon équipe brillante, les idées fusaient comme elles ne l'avaient pas fait depuis des années. En quelques semaines, nous avions remanié des campagnes qui ont fait exploser les indicateurs de performance. Le succès avait une saveur différente ici. Pas seulement une validation,
mais la preuve que je pouvais m'épanouir sans être constamment tiraillée par les besoins d'autrui. De retour à MC Clean, la nouvelle s'est répandue par le biais de nos contacts communs. La double vie de Wyatt s'est effondrée sans moi pour maintenir les apparences. Nicole a appelé un soir, sa voix teintée d'un frisson de commérage. Nathalie pensait que tout cela menait à quelque chose de concret. Quand tu es parti, elle a compris qu'il l'avait aussi manipulée. Apparemment, Nathalie a mis à jour son portfolio, passant de départs triomphants et prometteurs à des images austères de tables vides, de chemins ombragés, de silhouettes solitaires dans des lieux qui, jadis, promettaient davantage. Sa déclaration artistique sonnait comme une émission silencieuse, égarée comme moi. La maison a été vendue rapidement à une jeune famille qui, sans doute, y projetterait ses propres rêves. Les bénéfices ont gonflé mes comptes, transformant ce qui aurait pu être perdu en fondation pour l'avenir. Des mois plus tard, un message est apparu sur mon profil professionnel. Nathalie cherchait un endroit neutre en ville pour prendre un café. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de l'Institut d'art. La vapeur s'échappait de nos tasses, comme des regrets inavoués. Elle paraissait épuisée, son allure bohème ternie. « Je dois m'excuser », dit-elle en caressant le bord de sa tasse du bout des doigts. « Il m'a dit que votre mariage était terminé, de fait, que je ne cassais rien. Je l'ai écouté se raconter. Les dîners qu'il présentait comme des rencontres professionnelles. Les promesses d'un avenir une fois que je serais hors de sa vie. Il m'a dépeinte comme l'obstacle. Elle, comme la sauveuse. La pitié m'a envahi, pas la rage. Nous avions toutes deux été des pions dans son jeu, divisés pour le garder au centre. Il est seul maintenant, ajouta-t-elle en nous séparant. Il loue un appartement banal en banlieue. Ses week-ends sont vides. L'ironie s'est installée doucement. L'homme qui avait soif d'attention constante se retrouva seul. En rentrant à pied, à travers des rues animées de galeries et de vie, je sentis les derniers vestiges de ma colère se dissiper. L'ultimatum de Wyatt n'avait pas été une blessure. C'était un cadeau. En me révélant sa véritable nature, il m'avait libérée et m'avait permis de devenir celle que je pouvais être. Une femme qui choisit son propre chemin, qui construit sans s'excuser, qui sait désormais que l'amour ne consiste pas à endurer une trahison déguisée en loyauté. Parfois, le chemin le plus direct passe par la porte qu'une autre personne ouvre par erreur. Je l'ai franchie et je n'ai jamais regardé en arrière. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Ainsi, d'autres histoires comme celle-ci pourront atteindre ceux qui en ont le plus besoin.